Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme à impact positif. Expérientiel est un podcast indépendant qui explore les leviers d'action nécessaires pour repenser le modèle actuel du tourisme et répondre aux défis futurs du secteur. Notre objectif est d'inspirer et de sensibiliser aux pratiques responsables dans le tourisme en partageant des exemples concrets de réussite et de défis à travers l'histoire de femmes et d'hommes visionnaires, engagés, qui partagent leurs recherches, leurs pratiques, leurs solutions, leurs doutes et leurs apprentissages. Ce sont de véritables passeurs d'expérience et de savoir. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Allez, sans attendre, je vous invite à vous installer dans un lieu confortable et calme, et pourquoi pas en pleine nature, pour prendre le temps de découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour Michel, merci d'avoir accepté l'invitation. J'espère que tu es en pleine forme. Au singulier et au pluriel comme d'habitude. Je suis effectivement en pleine forme, je rentre d'un magnifique week-end, donc tout va très très bien, voilà, impeccable. Bon, super. Alors ensemble, on va parler des voyages solidaires, Ouais, d'un sujet qui t'anime beaucoup. absolument. Et moi, j'aimerais comprendre un peu plus, voir ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Mais avant tout, j'aimerais que tu nous dises qui tu es et ce que tu fais. Hmm. Eh ben, donc Michel Naron, j'ai 66 ans, j'ai passé toute ma carrière professionnelle dans le domaine du voyage. D'abord à en produire, ensuite à en commercialiser, ensuite à proposer des solutions en marketing à des hôteliers, à des compagnies aériennes, à des tours opérateurs, pour finalement tomber à partir du début des années 2000 dans le monde de la nouvelle technologie du voyage. Donc tout ce qui était création de sites internet, où je m'occupais donc uniquement de fonctions commerciales, site internet, puis système back office, donc gestion et autres. Et je pense qu'on aura l'occasion d'expliquer, mais ça a été l'une des raisons qui m'ont poussé effectivement à travailler beaucoup plus sur tout ce qui était voyage solidaire. J'ai commencé à m'intéresser à la chose à partir des années 2010 avec un certain nombre de professionnels du voyage. Et puis de l'idée est passé au concept, du concept est passé au projet et du projet est passé à la réalisation. Idéalement, on avait prévu de partir sur une création de société en septembre 2019. On s'est arrêté en mars 2020 pour les raisons qu'à peu près tout le monde connaît. Alors je dis à peu près tout le monde parce que tout le monde connaît la raison de la Covid. Peu de personnes connaissent l'histoire de Thomas Cook qui a créé un véritable tsunami dans le domaine du voyage. En gros, 43 millions d'euros de pertes d'exploitation que l'association des professionnels de solidarité du tourisme a été obligée de couvrir. Et le fait d'avoir à couvrir un sinistre aussi important les a empêchés de pouvoir fournir des garanties à tous les nouveaux projets, dont le nôtre, si bien qu'on a été obligé d'attendre jusqu'en mars 2022 pour effectivement réellement lancer l'opération, une fois que la PST, donc l'Association professionnelle de solidarité du tourisme, a été de nouveau autorisée à accorder des cautions pour les nouvelles agences de voyage. Voilà. Sinon, ma vie privée, marié, deux enfants, deux pièces rapportées adorables que j'adore, et 6 petits-enfants qui sont 6 merveilles. Voilà. Oh, super. Voilà. Donc, tu es comme moi, tu es un sexagénaire, quoi, un sexygénaire. Absolument. Alors, j'ai même, on est des teenagers, c'est-à-dire que nous sommes à mi-chemin entre seniors et teenagers, c'est-à-dire que bien que l'âge de nos artères soit ce qu'il est, comme disait Clémenceau, quand on est jeune, c'est pour la vie, et je garde. Voilà. Moi aussi. J'achète. Je prends. Voilà. Alors, dis-moi, c'est quoi exactement ce qu'on appelle les voyages solidaires? Parce qu'on c'est utilisé de plein de façons différentes, etc. Et moi, j'aimerais comprendre un peu, qu'on m'explique, ça veut dire quoi exactement les voyages solidaires? Alors, euh, il faut pouvoir se plonger non pas seulement sur de l'explication linguistique ou lexicale, mais plutôt sur une évolution avec le temps. C'est parti en fait dans les années 90-2000
à l'époque où il y avait des prises de conscience qui se faisaient. Et l'idée, c'était, c'est pas juste. Il y a une partie de la planète qui est déshéritée, à la fois économiquement, mais également touristiquement. Il faut leur donner des possibilités de se développer sur le plan touristique. Le plus souvent, des pays qui malheureusement n'ont pas forcément l'intérêt touristique. Quand il n'y a pas d'intérêt touristique, c'est rare qu'il y ait des investissements qui se fassent au niveau des transports, au niveau des infrastructures hôtelières, au niveau l'intérêt touristique ne peut pas se créer ex nihilo, encore que sur certains pays comme l'Arabie Saoudite, c'est en train de c'est en train de se modifier, mais très prosaïquement, l'idée c'était on donne la chance à des pays qui n'ont pas forcément les moyens d'eux. Et donc il y a eu toute une proposition de voyage solidaire qui se sont développés sur un certain nombre de pays d'Afrique, typiquement tout ce qui était zone subsahélienne, Mali, Niger, Togo, Burkina Faso, sur un certain nombre de pays asiatiques qui étaient un peu délaissés par rapport à leurs voisins. Et encore une fois, on parlait du Laos par exemple, on parlait de l'Amérique latine avec des destinations comme la Bolivie qui n'avaient pas forcément le même intérêt touristique que ses voisins. Et c'est comme ça qu'un certain nombre de voyages solidaires se sont créés. C'était le plus souvent assorti d'une offre d'implication, d'engagement personnel. Alors, soit on va repeindre le plafond d'une école au Cambodge, on va venir donner un coup de main dans un orphelinat au Brésil, on va aider pendant un mois à travailler dans les champs dans tel et tel pays, à la limite même travailler dans un kibbutz, ça pouvait déjà être considéré comme des voyages solidaires. Malheureusement, force est de constater que sur la base de sondages qui ont été réalisés à droite et à gauche, la proposition, l'offre n'a jamais rencontré véritablement la demande. La demande, c'était quoi? C'était des sondages sous fraise qui sont passés pratiquement tous les 3 ou 4 ans, un sondage Booking qui a encore eu lieu il y a 2 ans et cette année, et la question c'était est-ce que vous voulez donner du sens à votre voyage? Est-ce que vous avez envie que votre voyage devienne entre guillemets responsable? Responsable voulant bien évidemment tout dire, comme solidaire veut a priori tout dire. Et en gros, quand il y a 2 Français sur 3 ou 2 Européens sur 3 qui vous disent oui, j'ai envie de donner du sens à mon voyage, mais qu'on se rend compte en réalité que à peine 2 ou 3% des gens sont partis sur ce genre de destination, on se dit qu'il y a un problème au niveau de l'offre parce qu'elle n'est pas en relation avec la demande. Et c'était une des raisons qui nous a poussé, enfin qui m'a poussé au début des années 2010 à essayer de fédérer autour de moi un certain nombre de professionnels du voyage, des gens qui étaient donc des agences réceptives. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une agence réceptive, c'est une agence d'accueil, donc des gens qui sont en mesure sur leur destination de réaliser par la base de contrats avec des hôteliers, avec des guides, avec des excursions, avec des autocaristes, avec tous ces moyens de transport, de créer un voyage et de mettre à la disposition des tour opérateurs pour qu'ils puissent le vendre, ou de répondre à des demandes sur mesure, que ce soit pour des individuels ou pour des groupes, et de créer donc un voyage. C'est en fait l'agent réceptif, c'est l'agent d'accueil, c'est le représentant local des différents tour opérateurs, des différentes agences de voyage. Et en fait, avec toutes ces agences réceptives un petit peu partout dans le monde, on s'est posé la question de savoir pourquoi effectivement le voyage solidaire, le voyage qui avait du sens, équitable, responsable, on peut l'appeler comme on veut. Les Anglais sont très forts, ils vont appeler sustainable une bonne fois pour toutes, et comme ça veut dire durable et on englobe d'une certaine manière tout le reste. Et la question c'était pourquoi est-ce que ces voyages ne séduisent pas plus de monde? Les réponses, on en a donné une première partie avec le principe que les destinations n'étaient pas toujours les plus intéressantes. Alors je parle pas d'intérêt touristique, je parle simplement d'intérêt parce que c'est pas forcément des destinations sur lesquelles on a des prix d'appel qui sont intéressants, donc déjà ça élimine un certain nombre de personnes. C'est souvent des pays avec, je dirais, des conditions socio-économico-politiques, voire même diplomatiques qui peuvent poser des problèmes. On a entendu bien évidemment un certain nombre de choses par rapport à ce qui s'est passé sur certaines destinations, mais entre les guerres fratricides, entre les différentes révolutions, qui a envie d'aller à un moment dans le Sahel quand on sait que des Français ont été dans le meilleur des cas kidnappés, dans le pire des cas exécutés. Bref, il y avait toute cette espèce de tension autour de ces destinations. Et la question qu'on s'est posée, c'est mais pourquoi est-ce que sur des destinations qu'on pourrait considérer comme des destinations classiques, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une offre alternative qui vient compenser et qui vient permettre, non seulement sur une région, mais également dans un pays, d'avoir des gens qui peuvent également profiter de la manne du tourisme, plutôt que de faire ce qui se passe malheureusement aujourd'hui dans de très nombreux pays, c'est-à-dire où 95% de la population se précipite, se concentre sur 5% d'un territoire, avec derrière tous les enjeux d'impact environnementaux, d'impact sociaux, d'impact culturel, d'impact patrimoniaux, qui viennent se greffer les uns après les autres. Et en fait, le tourisme responsable, appelons-le comme ça, c'est justement un tourisme qui a vocation à prendre en compte
tout cet ensemble de différences et faire en sorte que on rééquilibre d'une certaine manière la chose. Voire même aujourd'hui, on est passé d'un tourisme rééquilibrage à un tourisme positif, c'est-à-dire qu'on voudrait même en plus aujourd'hui que le tourisme apporte plus, et non seulement ne détruise pas, mais également qu'il soit positif, qu'il vienne apporter quelque chose de nouveau. Et pour revenir avec cette histoire, à l'origine, on a créé une association qui s'appelait Voyage Solidaire, SOLIDAIRE, avec ses partenaires, ses amis, pour dire aux tour opérateurs, aux voyagistes, hey, les gars, ça y est, les marges, les volumes, les chiffres d'affaires, les commissions, faut peut-être penser à autre chose. Regardez ce qui se passe autour de vous et mettez un petit peu de sens à vos voyages. Ben non, ils nous ont dit non, c'est pas le moment. Nous aujourd'hui, on a des actionnaires qui nous poussent, qui veulent absolument qu'on arrive à faire des choses et pour cela, ben, il faut tenir compte des règles de la concurrence et pas s'occuper de tout ce qui concerne l'environnement. Et nous, on leur dit, mais attendez les gars, regardez ce qui se passe aujourd'hui, et ça va répondre à une question que vous pourriez me poser. Regardez ce qui se passe dans l'alimentation, regardez ce qui se passe dans la partie habillement, au niveau vestimentaire, regardez ce qui se passe dans la partie mobilité. Il y a eu des prises de conscience qui se sont automatiquement transformées par des offres alternatives, par des offres qui changent. Il y a 20 ans, on voulait manger bio, macrobiotique. On voulait manger bio, il fallait aller dans certaines boutiques. Aujourd'hui, on a envie de manger bio, on peut trouver du bio dans n'importe quel magasin, dans n'importe quel supermarché. Alors effectivement, des gens vont dire, ah, c'est pas tout à fait du bio. Et ben nous on dit, bon, ben, c'est pas tout à fait du tourisme responsable, mais c'est déjà un premier pas. C'est déjà, je dirais, le premier pas entre une prise de conscience et une action qui permet de transformer un consommateur en quelqu'un qui a pris conscience de ses responsabilités. Voilà. Et puis alors après, à partir de cette simple association, sont nés d'autres projets, comme le projet de coopérative, dont on pourra peut-être parler après, en expliquant pourquoi on fait ça comme ça. Tout à fait. Mais dis-moi, le tourisme solidaire dont tu parles dans des destinations qui ont besoin du tourisme pour pouvoir exister économiquement, etc., avec les enjeux actuels climatiques, on parle justement de moins voyager en avion, etc. Quels vont être les impacts pour ces destinations, justement? Bah, quand on dit on parle, je pense qu'on sait, toi et moi, de qui on parle en particulier. Bien évidemment, ces destinations ont besoin d'être aidées. Moi, je pense qu'il faut essayer d'aller vers quelque chose qui soit un peu plus raisonnable en termes de consommation, de manière générale, qu'on parle de consommation de voyage, ou consommation alimentaire, ou consommation vestimentaire. Je pense que déjà, le fait de considérer qu'il y a des distances qui peuvent être réalisées en train et non plus en avion, c'est une première règle. La deuxième, c'est que faire des sauts de puce, aller passer un week-end à l'autre bout du monde, je pense effectivement que c'est quelque chose qu'il faut qu'on s'enlève de la tête et qu'on s'enlève de l'esprit. En revanche, empêcher quelqu'un de partir en vacances en voyage plus que 4 fois dans sa vie, pour moi, c'est complètement hérétique. Non seulement pour la connaissance et l'ouverture d'esprit de chacun, mais également pour les enjeux économiques de chacune des destinations. Je veux dire, on ne peut pas demander à quelqu'un aujourd'hui de faire sciemment un geste qui consiste à annihiler purement et simplement 25% du PIB d'un certain nombre de destinations. La Thaïlande, c'est 25% du PIB qui est réalisé par le tourisme. Et on ne parle que de tourisme au premier plan, on ne parle pas de tout ce qui vient derrière, c'est-à-dire que si on arrête le tourisme, bah, l'agriculture, elle produit moins, l'artisanat produit moins, les travaux publics produisent moins. Je veux dire, on fout quasiment en l'air 33 ou 34% de l'économie d'un pays simplement en disant il faut arrêter de le visiter. Et puis, je pense qu'on pose également des questions qui sont pas forcément des questions justes. Je pense que si on pose des questions justes, il faut les poser de manière globale. C'est-à-dire qu'il faut les poser à tout le monde en même temps et que tout le monde donne sa réponse. Et on peut pas, nous, Français, nous, Européens, dire ah ben, on va arrêter de faire ça et laisser d'autres pays, et je pense notamment à la Chine, continuer à envoyer des hordes de touristes dans tous les sens, sous prétexte qu'eux, ils ont le droit et que nous, bah non, nous, on a décidé de passer à une espèce de frugalité, une espèce de résonance. Non, c'est pas possible. C'est où tout le monde prend des décisions en même temps. Et à ce moment-là, on revoit les choses sur un plan général, sur un plan global. On s'applique à tous des méthodes. Mais dire à un Français, toi, tu dois prendre l'avion une fois 4 fois dans sa vie et laisser un Chinois qui n'a malheureusement pas le choix prendre l'avion 3 fois par semaine parce que son pays est 10 fois plus grand que le nôtre ou 20 fois plus grand que le nôtre, c'est pas possible. Il faut à ce moment qu'il y ait des règles qui s'appliquent
pour tout le monde et qu'on les applique de manière générale et pas se lancer à des calculs statistiques. Je prends la population mondiale, je la divise par le nombre d'émissions de carbone et j'obtiens au bout du compte des sous-marins additionnés à des groseilles. Ça n'a strictement aucun sens. Il faut être pragmatique et raisonnable. Voilà. Donc ça montre bien quand même la complexité du problème. Et ensuite, tu parlais de la Thaïlande. Ouais. Moi, j'avais lu une statistique. Pour chaque dollar dépensé en Thaïlande, seulement 30 centimes restaient en Thaïlande. Oui. Euh, Ça, c'est pas très équitable, ça. Comment justement pouvoir s'assurer que il y a une répartition des gains qui soit beaucoup plus juste? Alors, ça revient un petit peu à ce que je disais, c'est-à-dire que dès lors que certains pays qui malheureusement n'ont pas les infrastructures minières, qui n'ont pas forcément les enjeux économiques ou les développements technologiques de certains, et qui n'ont que le tourisme pour pouvoir trouver une solution, je dirais, économique fiable, hein, rééquilibrer leur balance des paiements, rééquilibrer leur PIB, la seule solution pour elles, c'était effectivement de faire appel à des capitaux étrangers qui effectivement ont investi. Et on n'est pas les derniers, hein. Je veux dire que des chaînes hôtelières françaises se sont installées un peu partout dans le monde. Et d'une certaine manière, effectivement, ça profite à des Accor, à des Intercontinental, à des Hilton, à toutes ces chaînes internationales qui profitent effectivement. Alors, nous, on n'est pas en train de dire il faut pas, il faut plus. On est en train de dire dans la mesure du possible, et en tout cas c'est ce que nous proposons, penser aux communautés locales, penser non seulement sur un plan encore une fois environnemental, qui est pratiquement ce qui est, je dirais, mis en exergue en termes de raisonnement par rapport au tourisme responsable. Non, nous on dit il n'y a pas que il n'y a pas que l'impact environnemental, il y a l'impact socio-économique qui derrière se multiplie par des enjeux culturels et des enjeux patrimoniaux. Alors effectivement, si on va en Thaïlande et qu'on reste sur Bangkok, Phuket, Koh Samui, Pattaya, je l'ai oublié, et même éventuellement Chiang Mai, Chiang Rai, ça effectivement, ça risque pas de profiter aux communautés locales. Si par contre, pour reprendre l'exemple de la Thaïlande, on se dit que finalement, entre Bangkok et Chiang Mai, on peut peut-être s'arrêter à Ayutthaya, on peut peut-être s'arrêter à Sukhothai, on peut peut-être aller à Phitsanulok. On va d'abord rencontrer une véritable vie locale, et puis très sincèrement, on va se rendre compte que ce qui se passe à l'intérieur de la Thaïlande, c'est pas très éloigné de ce qui se passe dans d'autres pays dits laissés pour compte, dits oubliés de la planète. Non seulement on va profiter aux communautés locales, on va profiter à l'économie locale, et là on est sûr, on est certain que l'argent va profiter aux gens locaux. C'est-à-dire que quand on va dormir dans un petit hôtel typique, voire même chez l'habitant, quand on va manger dans un restaurant typique au bord de la route ou dans une petite auberge, d'abord on est sûr d'avoir une gastronomie locale et on est sûr que ça va revenir directement à personne. Je veux dire, quelle est la chaîne internationale qui va aller investir dans un snack bar ou un routier au bord d'une route? Ça n'existe pas. Donc si on sort de ces 95% de la population qui vient se greffer sur 5% d'un territoire et qu'on laisse 10, 15, 20% vers une autre forme de voyage, une autre forme de tourisme. D'abord, en règle générale, on reste plus longtemps dans la destination parce que on n'a plus envie de faire des sauts de puce, on a envie de profiter, de s'intégrer, de s'immiscer. On va rencontrer des véritables personnes, on va utiliser des transports locaux. Et je suis désolé, mais je ne connais pas un moyen aujourd'hui d'être en contact avec la population locale qui soit plus efficace qu'un transport local. Vous êtes à Paris dans le métro, vous fermez les yeux 5 minutes, au bout de 5 minutes, il y a quelqu'un qui parle une langue étrangère. Vous vous retournez, vous lui parlez, et il y a déjà cette règle d'échange qui se fait. Et elle est spontanée, et elle est réciproque. C'est pas uniquement le mec qui a besoin de trouver sa direction, est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche. C'est, j'ai envie de communiquer avec l'étranger, je vais pouvoir le faire. Et là, vous êtes un étranger, un long-nez, comme ils disent, dans le centre-ville de Bangkok, personne ne vous regarde. Vous êtes un long-nez, vous rentrez dans... c'est comme ça qu'ils appellent, hein, les Asiatiques nous appellent comme ça. Voilà. Mon profil, moi je suis un long-nez. Et quand vous êtes dans le centre-ville de Phitsanulok, d'Ayutthaya, et que vous êtes le seul Européen autour d'une ville, tous les regards se concentrent autour de vous et tout le monde vous regarde. C'est obligé. Et là, vous avez que la solution d'échanger. Personne ne parle anglais ou presque, donc c'est quand même plus facile, paradoxalement, de rentrer en contact avec les gens. Et ça fait déjà partie du tourisme responsable. Alors, est-ce que, en t'écoutant, je me dis que peut-être que le tourisme solidaire, c'est justement cette reconnexion à l'autre? Oui, alors, nous on n'a mis pas à l'autre, on a mis aux autres. Et je vais t'expliquer pourquoi on est sur cette logique de tourisme solidaire. Voilà, on s'est rendu compte qu'effectivement, il fallait donner une petite
dimension complémentaire à la personne qui avait envie de voyager solidaire. Et voilà, tout le monde, de toute façon, tout le monde n'aurait jamais pu voyager dans ces différents pays pour pouvoir les aider. Et puis, il y avait même une espèce de germe antagonique qui consistait à dire, mais alors, finalement, si j'ai envie d'aider des enfants, si j'ai envie d'aider un village au Mali à creuser un puits, si j'ai envie d'aider une école au Bénin à se développer, ça veut dire qu'il faut que j'aille toute ma vie passer mes vacances au Mali ou au Bénin. C'est totalement ridicule. Et on s'est dit, il y a peut-être moyen d'aider les gens, mais de manière un peu différente, tout en voyageant. Et finalement, si on disait simplement, voyagez où vous voulez et donnez à qui vous aimez. Donner à qui vous aimez, je peux donner aux personnes chez qui je vais, mais je peux également donner à des personnes qui sont juste à côté de chez moi, qui vivent à côté de chez moi, qui ont besoin de moi, et peut-être les aider de manière différente. Et c'est comme ça qu'est né le concept et l'idée de voyage solidaire, c'était de voyager avec raison. Sauf que nous, on a mis raison au pluriel. Il y a raison de raisonnable et raison, donner des raisons de voyager. Et des raisons de voyager, c'est de se dire aujourd'hui, il y a des associations caritatives dans le monde, en France, mais partout dans le monde, qui ont besoin d'être aidés, qui ont besoin d'être soutenus, qui ont besoin d'être reconnus, qui ont besoin de communiquer. Et ce que nous allons faire, c'est plutôt que de considérer que le voyage solidaire, c'est systématiquement d'aller dans des destinations qui ont besoin d'être aidées et également de donner à des communautés qui ont besoin d'être aidées, c'est donner la possibilité à toute personne aujourd'hui de faire le voyage qu'il a envie de faire, sur la destination qu'il a envie de visiter, probablement de manière différente parce que nous allons l'aider grâce à nos partenaires locaux et on expliquera plus tard pourquoi on a créé une coopérative, de créer sur place une offre qui soit une offre alternative, mais surtout considérer que grâce à un circuit court, il a la possibilité sans supplément de prix de donner à l'œuvre caritative qui l'intéresse, qui le touche, qui le concerne de près ou de loin. Ça peut être quelqu'un de sa famille, ça peut être des voisins, mais ça peut être également quelqu'un au bout du monde. Finalement, qui suis-je moi pour décider à quel endroit les gens doivent partir en vacances et qui suis-je moi pour décider quelles doivent être les priorités philanthropiques de chaque personne? La seule chose que nous nous autorisons à faire, c'est de donner un choix. Le choix le plus vaste et le plus important qui soit. Donc, à travers vos voyages, c'est 10% du prix du voyage qui va à l'association du choix du voyageur, c'est ça? Oui, absolument. Alors, 10% du montant des prestations locales, c'est-à-dire qu'on exclut la partie transport aérien pour des raisons toutes simples. D'abord, parce qu'il y a plus de marge et plus de possibilité de rogner sur les marges. Aujourd'hui, tout le monde a accès aux mêmes tarifs, que ce soit des individuels, des groupes, des agences de voyage ou autres, tout le monde bénéficie des mêmes tarifs. Donc, il n'y a pas de possibilité de reverser quoi que ce soit, si ce n'est à augmenter le prix. Et ça n'aurait strictement aucun sens. Donc, on a écarté la partie transport. Sur la partie des prestations terrestres, nous disposons heureusement de partenaires locaux qui ont une puissance d'achat assez intéressante, qui permettent donc de bénéficier de réductions et de profiter donc d'une manière ou d'une autre de ces réductions et d'en faire profiter des associations caritatives. Comment est-ce que ça se passe? C'est un circuit court. On a décidé une bonne fois pour toutes de ne pas se lancer dans des opérations publicitaires majeures, de ne pas se lancer dans des opérations d'édition, de brochures, de rémunération à la chaîne les unes après les autres, et de convertir en fait l'ensemble de ces coûts en un don. Et ce don, on a voulu qu'il soit d'une part avec un chiffre qui parle, 10%. Mes petits-enfants de 5 ans sont capables de donner l'équivalent de 10% de n'importe quelle somme. Donc, je me suis dit que finalement, si mes petits-enfants comprenaient, tout le monde allait comprendre assez facilement. Et surtout, on a voulu mettre en place un système extrêmement transparent de dons. Non seulement je choisis l'association à qui je veux donner, à condition bien évidemment qu'elle rentre dans les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, donc elle touche la culture, l'environnement, l'éducation, l'enfance, la santé, tout qui touche aux droits de l'homme et à la solidarité de manière générale, mais surtout, on a voulu faire en sorte que le don soit adressé directement à l'association caritative. C'est-à-dire que contrairement à ce qui se passait jusqu'à présent dans le domaine du voyage solidaire, mais également dans le domaine de l'achat-partage, acheter notre produit et puis nous on reversera une partie, mais quelle partie? On ne sait pas, on la reversera quand? On ne sait pas, et qui sont ces gens-là dont on n'a jamais entendu parler, qui sont au bout du monde? On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont exister, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Nous, on s'est dit, allez, rendons les choses les plus transparentes et les plus objectives possibles. Soyons éthiques. Éthique, ça veut dire pérenne. Pérenne, ça veut dire éthique. Et donc, dire à quelqu'un, vous donnez à qui vous voulez, et vous donnez directement, et la personne qui va recevoir, c'est non seulement quelqu'un que vous appréciez, mais également quelqu'un dont vous soutenez l'action, et qui va vous renvoyer, parce que vous avez payé un montant directement à cette association, qui va vous renvoyer un reçu fiscal. Donc on est en plus dans une logique non seulement transparente, mais également extrêmement éthique, puisque non seulement je sais où vont mes fonds, je sais à quoi ils vont servir, puisqu'en définitive on donne toujours à des associations qui ont soit une action qui nous intéresse, soit parce qu'elles bénéficient d'un crédit, parce qu'elles ont été validées, certifiées
par des organisations, mais je sais également quelles ont été leurs réalisations. Donc je suis en toute confiance. Et ça, c'est du don en confiance, c'est tous ces labels qui permettent aujourd'hui d'aller vers cette solution. Et nous, on a choisi la transparence. Super. Dis-moi, et de là est née une coopérative qui s'appelle Solidaire. Oui. Pourquoi Voyage Solidaire passe ensuite avec une coopérative et ensuite comment fonctionne cette coopérative? Pourquoi avoir choisi une coopérative et comment ça fonctionne? Alors, on va expliquer solidaire déjà. Alors, il y a effectivement le petit jeu de mots. On voulait pas mélanger en même temps l'activité d'une association qui était un peu confidentielle, un peu professionnelle, et puis quelque chose qui avait effectivement un projet d'envergure. Solidaire, il y a la dérivée phonétique. Tout le monde a compris, solidaire, solidaire. Mais en même temps, d'abord, so, c'est quelque chose qui devient un peu à la mode, un so chic, so machin, so trendy, so et compagnie. Mais surtout, ce qui nous intéressait le plus, c'était leader. Leader, c'est je montre le chemin, je montre l'exemple, je guide, j'apporte. Et pour moi, quelqu'un de notre génération qui va emmener ses petits-enfants dans un voyage qui va pas être le voyage de Monsieur Tout-le-Monde, parce que on prend le temps et puis on a envie de montrer des choses différentes. D'une certaine manière, c'est un leader. C'est quelqu'un qui va influencer, qui va apporter quelque chose, qui va guider ses petits-enfants. Leader. To lead en anglais, guider, leader, le chef. Donc il y avait en même temps cette notion qui pour nous était importante, c'est-à-dire montrer l'exemple, donner quelque chose de différent, apporter une culture, combattre cette espèce de tourisme de masse qui finalement appauvrit tout le monde, et on l'a vu, aussi bien celui qui voyage que celui qui reçoit, ou en tout cas qui n'en profite pas autant qu'il devrait en profiter, et aller vers quelque chose de différent. Intégrer les notions de prise de conscience, de philanthropie, d'aspect caritatif, même de contribution à un milieu associatif quel qu'il soit, de rencontres, je dirais presque de commencer une espèce de sillon linguistique, c'est-à-dire expliquer à des enfants aujourd'hui qu'il y a d'autres personnes autour de nous qui ne parlent pas la même langue, qui ne vivent pas la même culture. Et ça, je suis désolé, je veux dire que si vous transformez la vie d'un enfant qui habite au cœur d'une capitale, que vous l'emmenez dans une autre capitale, ou vous l'emmenez dans une zone touristique où il va rencontrer rigoureusement les mêmes personnes, ça sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Rencontrer les mêmes personnes, reparler la même langue, revivre les mêmes choses, avoir des buffets abondants, des spectacles tous les soirs, on peut les trouver là où on est. Et effectivement, ceux qui combattent ce tourisme de masse ont raison. Ils ont peut-être pas toujours les bons arguments, ils ont peut-être pas toujours les bonnes explications, mais finalement, ça sert à quoi d'aller au bout du monde pour retrouver des gens avec lesquels on aurait très bien pu se retrouver le matin dans le métro et le soir au cinéma? À rien. Allons voir des choses différentes. Et surtout, quand on en a la possibilité, quand on a acquis cette réflexion, non seulement pour soi-même, mais également pour les autres, cette espèce de transmission, on emmène ses enfants, on emmène ses petits-enfants. C'est là où effectivement ça peut faire les choses. La différence, c'est qu'avant, on pouvait pas. Je veux dire, emmener ses petits-enfants. Moi, tu me demandais d'emmener mes petits-enfants dans une zone de guerre au Sahel. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Non, 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 non. Moi, je veux que mes petits-enfants puissent profiter. J'ai envie qu'ils se reposent au bord d'une plage, comme tout le monde, parce qu'ils en ont besoin. Mais j'ai envie également qu'ils rentrent à la rencontre des cultures. Moi, mes enfants sont partis en Israël il y a pas très longtemps. Et mon petit-fils, en rentrant, j'espère que Sacha écoute l'émission, il dit, Papou, on a dormi avec les babouins. Mais non, c'est pas les babouins, c'est les bédouins. C'est pas grave. Il a confondu babouins et bédouins, mais en tout cas, il a été vivre une expérience extraordinaire. Vivre pendant 2 jours dans un village bédouin en plein cœur du désert. Mais attends, où est-ce qu'il peut trouver ça à moins de 5 heures de vol de Paris? C'est impossible. Et donc, voilà, là, ça se justifie. J'ai pas été trop long? Non, non, pas du tout, pas du tout. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça va me sortir un peu de la trame qu'on avait prévue. Quand je t'entends, je me dis, est-ce que justement le tourisme solidaire n'est pas aussi un tourisme avec un rôle un peu politique, mais au sens noble du terme? C'est-à-dire que justement, quand on voit quand même les problèmes de société qu'on peut rencontrer dans notre pays actuellement, où vraiment les gens ne se parlent plus de la même manière, il y a beaucoup de conflits et de violences, etc. Est-ce que tu penses justement que peut-être une direction que le tourisme pourrait s'engager vers, c'est justement vers un rôle politique, et je répète bien au sens noble du terme, dans le sens où c'est aller à la rencontre des autres, se comprendre, se parler, échanger, et se rendre compte que justement il n'y a pas juste un son de cloche, mais qu'il y a une diversité qui est autour de nous, une diversité qui est absolument fantastique,
qui est tellement riche de différents points de vue, expériences, etc., et que peut-être ce tourisme solidaire, c'est l'opportunité de construire, de reconstruire des bases de société qui auraient un impact positif. En fait, le tourisme solidaire, c'est essayer de transposer dans son mode de vacances quelque chose qu'on est tous censés emmener avec soi dans notre vie quotidienne. Et notre vie quotidienne, c'est la politique, hein, c'est la vie de la cité. Rassembler ce qui est épars, il y a des gens pour qui ça sonne plus que d'autres, mais s'intégrer et essayer de ne pas se considérer comme un étranger au sein de sa propre ville, au sein de sa propre cité, mais au contraire d'échanger avec des personnes, cette espèce de mixité intellectuelle-sociale, environnementale et autres, plutôt que de se montrer les uns les autres, lui c'est pas bien, lui c'est pas bien, lui c'est trop et lui c'est pas assez, essayer de comprendre comment on en est arrivé là et faire en sorte qu'on puisse effectivement tous échanger. Dès lors qu'il y a échange, dès lors qu'il y a parole, au début était le verbe, dès lors qu'il y a parole, on commence déjà à faire ce premier pas vers le vivre ensemble, vers tout ça. Tant qu'on s'ignore, tant qu'on est chacun devant nos écrans, devant nos journaux, devant notre manière de voir, nos cadeaux d'informations et qu'on n'écoute pas les autres, effectivement, on n'y arrive pas. Et ça se transpose rigoureusement de la même manière, qu'on soit en France, qu'on soit à l'étranger. La règle est la même. Ce qu'on a envie et ce qu'on peut faire, on peut le faire partout. Si quelqu'un a en France une vision caritative, une vision, je dirais, associative, qui tient compte de sa place dans la vie de la cité, qui tient compte de toutes ces choses-là, il va automatiquement les transposer à l'étranger, systématiquement. Et nous, ce que nous avons pensé, et là on va peut-être reparler de marketing, c'est de se dire comment est-ce que toutes ces personnes qui aujourd'hui sont donateurs au sein de différentes associations, comment ces personnes qui aujourd'hui donnent du temps, parce que finalement pour aider une association, il y a 3 niveaux. Il y a soit des compétences, je suis médecin et j'ai envie d'aller pendant un mois travailler sous une tente dans le Sahel pour aller prévenir telle et telle épidémie. 2, de l'argent. Je suis blindé, je ne sais pas quoi faire de mon argent, je suis très soucieux de ma déclaration d'impôt, donc je vais faire des dons à des associations caritatives. Ça ne pose aucun problème, à la limite ça sert même aux associations caritatives. Et puis 3e, c'est du temps. Du temps, c'est je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de compétences, mais par contre j'ai du temps à donner. Et ce temps à donner, pendant 2 heures tous les soirs ou 2 soirs par semaine, je vais aller sous le métro distribuer de l'argent, distribuer de la soupe. Non, de l'argent non. Si tu distribues de l'argent dans le métro, tu me dis la station, je viens te voir. Oui, je vais essayer d'y réfléchir. Attends, mais non, voilà, plus sérieusement, c'était distribuer non seulement des aliments, mais également du contact, de la relation humaine, cette espèce de chaleur humaine qui manque à beaucoup de personnes qui vivent dans l'isolement. Il n'y a pas que le côté j'ai pas d'argent pour. Non, j'ai en même temps besoin de rencontrer d'autres personnes. J'ai besoin de ce lien social qui aujourd'hui a totalement disparu. Et ça, ça fait partie des choses qu'on a décidé d'intégrer avec cette notion de voyage solidaire, c'est-à-dire de permettre à des associations caritatives en France de pouvoir aider les plus démunis, les personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui sont éloignées je dirais, de la culture, de trouver des moyens effectivement, de trouver des sources de financement, de communication, parce que dès lors qu'elles communiquent vis-à-vis de leurs donateurs, elles les invitent en même temps à contribuer, et pour nous c'est quelque chose d'important effectivement. Alors tu m'as tendu une perche tout à l'heure en parlant de marketing. Aujourd'hui le marketing c'est vendre principalement. Ok, vendre des produits, que ce soit du tourisme ou autre activité, etc. Donc toi, j'avais l'impression que tu me disais que le marketing il était utilisé d'une manière différente. Et tu peux nous expliquer comment? Alors, moi, je vais me fâcher avec personne, mais pour moi, le marketing, c'est pas de vendre. Le marketing, c'est donner envie d'acheter. D'accord. Marketing. Mais aujourd'hui, on cherche quand même à vendre. Oui, non mais d'accord, mais on peut pas vendre sans avoir envie d'acheter, sans donner envie d'acheter. Ouais. Sinon, voilà, on va pas reparler des différentes histoires qui datent de Mathusalem, mais tu peux pas vendre par la force. Tu ne peux vendre qu'à partir du moment où quelqu'un a envie d'acheter. Soit parce qu'il y a un prix, soit parce qu'il y a une qualité, soit parce qu'il y a une rareté, soit parce qu'il y a une mission, soit parce qu'il y a une raison, soit parce qu'il y a une autre chose que le simple produit que tu achètes. Aujourd'hui,
on va prendre un exemple associatif que j'aime beaucoup. Hein. Moi, jusqu'au moment où il y a eu le sac à sapin de Handicap International, j'ignorais totalement, mais totalement, le nom même de Handicap International. Je ne savais pas ce que c'était. Et j'ai appris qu'il y avait une association qui s'appelait Handicap International, simplement parce qu'ils faisaient des sacs à sapin. Ça tombe bien, j'avais un sapin chez moi, je ne sais pas quoi en faire, je trouve un sac à sapin, j'achète le sac à sapin et je découvre que ça va profiter à Handicap International ou à toute autre association. Euh, il y a aujourd'hui des associations qui ne se font connaître que parce que derrière leur association, il y a eu une offre d'achat-partage, quelle qu'elle soit. Les cartes de vœux de l'UNICEF. Tout le monde a entendu parler d'UNICEF à un moment ou à un autre, simplement parce qu'il y avait ça. Les soirées et toutes les opérations des enfoirés ont permis à Coluche et à toute son activité d'être connu, mais les Restos du Cœur, en l'espace de 2 mois, tout le monde avait entendu parler d'eux. Et tout le monde avait entendu parler d'eux par quoi? Pas parce qu'ils faisaient au quotidien. À la limite, on ignorait même que ça pouvait, simplement parce qu'il y a eu un mouvement, une communication qui s'est établie autour de ça et qui a permis à tout le monde d'être au courant de ce qui se passait et qui a permis au courant, par l'offre d'achat-partage, d'arriver à. Donc, ce que nous faisons au niveau de Voyage Solidaire, c'est extrêmement simple. C'est de dire, il y a des besoins. Ces besoins, il faut qu'on les règle. Il faut qu'on les règle et qu'il faut qu'on aide des associations à faire ce travail que personne ne fait. Et pour le faire, il faut les aider. Et pour les aider, il y a différents moyens. Il y a effectivement le moyen qui est ouvert à tout le monde, qui est chaque mois, chaque année, de verser une contribution à ces gens-là. En même temps, il y a le moyen pour eux de trouver des solutions d'achat-partage qui permettent à n'importe quelle personne qui veut les aider aujourd'hui, et on arrive à cette logique de tourisme responsable, de tourisme solidaire, de pouvoir les aider en faisant un voyage, de donner 10% sans que ça coûte un centime à cette association, qu'elle puisse en bénéficier. On sait ce qu'elle fait, on sait ce qu'elle va faire de cet argent. On se pose même pas de questions par rapport à ça. Et dans le même temps, tirer profit du fait que le partenaire local avec lequel on va échanger, celui qui va être notre agent réceptif, qui va s'occuper de la réalisation de notre voyage, va être un guide, va être quelqu'un qui va nous conseiller au moment du premier contact, c'est-à-dire qu'on a affaire non plus à un site internet qui va vous mettre en avant telle et telle belle chose, tel et tel prix, tel et tel machin, et qui ne sera d'aucun secours quand on sera sur place, parce qu'il va discuter avec un ordinateur quand tu es au bout du monde, et que de toute façon, quand bien même tu seras à 200 mètres de lui, l'ordinateur, il est programmé pour faire donner des réponses. Par contre, quand tu as sur place un agent local qui est membre d'une coopérative, qui connaît son pays, qui est le plus souvent, dans 99% des cas, un Français installé à l'étranger, qui à la fois protège ses clients, mais protège également le pays dans lequel il est intégré, dans lequel il s'est installé depuis des années et des années, qui n'a aucune raison de scier la branche sur laquelle il est assis. C'est son métier. Il va pas se délocaliser. Celui qui fait quelque chose au Costa Rica aujourd'hui, il va pas aller s'installer en Afrique du Sud le lendemain. Donc, il a intérêt à tirer profit de l'intérêt touristique de sa destination, mais surtout faire en sorte que ça profite sur du long terme. Il est là pour créer son histoire, pour créer son économie sur du long terme, et en aucun cas détruire cette destination, parce que sinon, c'est son activité qui détruit. Donc, être en relation directe avec cette personne, c'est la garantie non seulement au niveau du conseil, au niveau de l'écoute, de pouvoir organiser un voyage, mais également de pouvoir tirer profit de sa présence locale. S'il y a la moindre difficulté, un coup de fil. On a même sur certaines destinations des gens qui ont mis en place un système de conciergerie 24/7, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, on peut les appeler. S'il y a la moindre difficulté, ils sont là pour aider. Et ça, Mais dis-moi, Michel, oui. au point de vue marketing, comment tu mets tout ça en avant alors? Alors, les associations caritatives avec lesquelles nous travaillons ont besoin de ces fonds, elles ont besoin de se faire connaître. Et notre proposition est extrêmement simple, sans que ça leur coûte le moindre centime. On met à leur disposition un site internet dédié dans lequel il y a leur nom, dans lequel il y a leur logo qui apparaît. Et tous leurs clients, tous leurs adhérents, tous leurs donateurs, tous leurs mécènes, tous leurs sympathisants peuvent venir sur ce site. En général, nous avons la chance de figurer parmi leurs partenaires, c'est-à-dire que sur leur page partenaire, il y a le logo de Voyage Solidaire qui apparaît. En cliquant sur ce lien, on arrive directement sur la page dédiée de Voyage Solidaire qui est dédiée donc à cette association caritative, et nous donnons ainsi la garantie que non seulement le logo de l'association figurera tout au long de la navigation, mais également et surtout que lorsque le voyage ou l'offre de voyage sera concrétisée, les 10% iront directement à cette association caritative. Donc, ça permet en fait à toutes ces associations de trouver à la fois sur le plan de la communication, mais également sur le plan de l'appel aux dons, un moyen différent d'appeler à la contribution, de trouver des moyens de financement que les autres n'ont pas forcément. D'accord.
Ensuite, tu parles beaucoup de réceptifs. Oui. Comment vous les choisissez, ces réceptifs? Parce que ça doit pas être évident. Je veux dire, je crois que vous avez quoi? 82 destinations à travers le monde? Ah, Oui. je veux dire, comment on les choisit, ces gens-là? Alors, pour ceux qui ont raté le début de l'émission, ça fait quelques années que je travaille dans le domaine du voyage. Et puis, il y a eu donc cette fameuse prise de conscience au début des années 2010 qui consistait à justement parler avec ces différents réceptifs, donc ces agences locales, et de se dire de bon sang de bonsoir, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à être avec une offre qui correspond à la demande. Ces offres, elles sont faites par des agences que nous avons sélectionnées sur plusieurs critères. D'abord, il faut que ce soit quelqu'un qui connaisse parfaitement la culture, la demande française, voire même bien évidemment un Français installé à l'étranger. Pour nous, c'est primordial. N'oublions pas que le premier contact va s'établir entre le client et le partenaire local. Il faut donc qu'il n'y ait pas, qu'on ne sente pas au bout de 30 secondes qu'on est sur de la traduction Google avec quelqu'un qui a aujourd'hui parlé en français, mais qui demain pourrait parler en swahili ou en biélorusse. Non, il faut vraiment qu'il y ait cette culture qui soit parfaitement connue. La deuxième, une agence de voyage locale qui a toutes les garanties, c'est-à-dire aussi bien garantie financière, garantie professionnelle, et qui soit en mesure donc de répondre complètement à la demande. Qui travaille avec la clientèle française, c'est-à-dire que ce sont le plus souvent, voire même en permanence, des agences locales qui travaillent avec des tours opérateurs français, qui travaillent avec des agences locales françaises, et qui ont donc cette expérience, cette expertise de la clientèle française chevillée au corps depuis le début. Et puis, deux autres notions extrêmement importantes. La première, être capable de travailler aussi bien sur une offre classique, donc ce qu'on pourrait appeler une offre mainstream. Ben non, moi, mes vacances, j'ai envie de les passer pendant une semaine dans un hôtel au bord de l'eau et ne me cassez pas la tête avec les rencontres de visite et tout le reste, c'est pas mon truc. Moi, mes vacances à moi, c'est de faire ça. La seule bonne idée pour nous, c'est qu'en allant passer les vacances qu'il a envie de passer dans un hôtel 3, 4, 5 étoiles au bord de la mer, c'est que de toute façon, il y a 10% qui vont être reversés à une association caritative. Donc déjà, il y a la notion, je dirais, de prise de conscience de voyage responsable. Mais surtout, des partenaires locaux qui sont capables de fourmiller d'idées, d'offres caritatives, alternatives, des offres à la rencontre des communautés, des offres à la rencontre de coins différents, une petite logique d'aventure en même temps, des offres de séjour totalement différents, des programmes sur lesquels on est pratiquement en contact, je dirais quasi permanent avec des locaux et ça, des séjours dans des hôtels authentiques, des repas dans des restaurants gastronomiques locaux ou même du street food, peu importe. En tout cas, on évite, comme tu peux probablement l'imaginer, les chaînes hôtelières, les chaînes de restauration internationale. Je veux dire, sinon, effectivement, on se repose des questions qu'on s'est posées au début. Et puis, last but not least, être capable aussi bien de répondre à des demandes de clients loisirs, j'ai envie de plage, que des clients professionnels. J'ai envie d'organiser un séminaire, j'ai envie d'organiser une formation, j'ai envie de récompenser mes meilleurs vendeurs, de féliciter mes meilleurs clients, d'emmener mes parties prenantes. Ça, pour nous, c'était important qu'on puisse le faire aussi bien pour du loisir que pour du professionnel, et également être capable de travailler sur des petits groupes, typiquement un couple ou un petit groupe d'amis, que sur quelque chose de beaucoup plus important, qui est en général l'apanage des voyages professionnels ou des voyages associatifs, où là, effectivement, on peut être capable, pour 20, 30, 40, 50 personnes, de proposer des solutions alternatives. Euh, si on se posait un jour la question, et si on nous posait à moi la question, pourquoi est-ce que tu es passé du voyage classique au voyage solidaire, l'histoire est extrêmement simple. D'abord, comme je te l'ai expliqué, j'ai été pendant des années directeur commercial d'une société qui s'occupait de développer des systèmes de back-office, des systèmes de gestion de réservation sur les sites internet. Et on ne peut pas, et je me suis rendu compte malheureusement qu'on ne pouvait pas dans le même temps industrialiser des processus de réservation, des processus d'opération, je dirais, de boulot, sans en même temps développer des processus. Parce que quand on a 20 chambres, 30 chambres et qu'on veut mettre en place un système de vente directe, c'est-à-dire je veux acheter des places d'avion, je veux acheter des nuits d'hôtel et je veux avoir une réponse immédiate, parce qu'aujourd'hui l'immédiateté, c'est ce qui était effectivement, c'est ce qui a amené, je veux la réponse tout de suite, ça oblige le tour opérateur à travailler avec des hôtels qui ont de la capacité, des restaurants qui ont de la capacité d'affréter des avions et par conséquent de contribuer directement ou indirectement à l'avènement du tourisme de masse. Et ça, j'en ai pris conscience en me disant, mais finalement, en industrialisant les processus,
on industrialise en même temps les destinations parce que nous créons une offre industrielle. Et donc ça a été ma première prise de conscience. La deuxième, elle est beaucoup plus anecdotique. Je dîne avec des amis, tu sais ce qu'on appelle les dîners en ville, et on parle de ce qui se passe en Tunisie à l'époque du printemps arabe, et j'entends un mec, bon, un ami, hein, bien le mec, profession libérale, belle situation, mec qui me dit, je comprends pas, moi, pourquoi les Tunisiens sont en train de se révolter. Putain, à chaque fois que je vais en Tunisie, les hôtels sont magnifiques, les buffets sont abondants, j'ai le Wi-Fi alors que j'arrive même pas à l'avoir là où j'habite. Enfin bref. Et je lui dis, mais attends, toi, t'es allé 10 fois en Tunisie, mais t'as jamais traversé la route nationale. T'es resté entre le bord de mer et l'hôtel. T'as jamais été voir ce qui se passait à l'intérieur. Que je te parle de la Tunisie, que je te parle du Maroc, que je te parle de l'Égypte, effectivement, il y a des hôtels de luxe, il y a des hôtels qui sont parfaitement équipés. Mais si tu rentres un petit peu à l'intérieur du pays, si tu fais 20 bornes à l'intérieur, tu vas te rendre compte que tu es au cœur de l'Afrique. Tu es au cœur de l'Afrique. C'est quoi le cœur de l'Afrique? Bah, c'est des gens qui mangent pas toujours à leur faim. C'est de l'eau courante qui n'est pas courante. Hein. Il n'y a pas d'eau potable distribuée partout. Ça veut dire que même en Tunisie, il y a encore des gens qui sont obligés d'aller chercher de l'eau à droite et à gauche et qui n'ont pas besoin de simplement comme nous de tourner un robinet. C'est souvent l'électricité qui peut faire défaut de temps en temps. Mais surtout, pas d'éducation pour les filles. C'est-à-dire que toutes ces règles aujourd'hui qui n'existent pas et qu'on peut pas trouver. Donc, c'est pas la peine d'aller au bout du monde. C'est quelque chose qu'on peut trouver. Simplement, bah toi, malheureusement, tu es toujours resté sur une logique de tourisme de masse et tu n'as jamais été voir ce qui se passait à l'intérieur. Et c'est ce que nous voulons essayer de faire. C'est ce que nous voulons essayer de proposer à tous ces clients qui sont allés 10 fois dans la destination, de faire pour une fois ce qu'on pourrait appeler un pas de côté et d'aller voir dans un autre registre, dans une autre région, comment le pays vit réellement. Voilà, c'est tout. C'est cette logique qu'on a essayé de proposer, jamais imposer. Imposer, ça veut dire ne pas donner le choix. Nous donnons un choix. On dit, voilà, il y a les deux solutions. Tu peux même, et j'avoue que mon rêve, moi, aujourd'hui, c'est de dire, je dispose de 15 jours de vacances, plutôt que de passer 15 jours dans un hôtel club, à plus forte raison dans certains endroits, comme en République dominicaine, ou en Tunisie, ou en Turquie, où je peux avoir des buffets à volonté, où je peux boire de l'alcool 24/7, bref, trouver une semaine, si c'est mon type de vacances, qui suis-je, moi, pour les en empêcher. Par contre, leur dire, laisse-moi pendant la deuxième semaine te montrer une autre facette du pays. Dire à quelqu'un, tu as été 10 fois en Tunisie, bon, ça y est, passe à autre chose maintenant, laisse-nous te montrer quelque chose de différent de la Tunisie, viens te promener à l'intérieur du pays, viens voir comment l'hébergement, les restaurants locaux fonctionnent, et ça ne t'empêchera pas de garder de ton voyage une image tellement personnelle, tellement authentique, que tu vas avoir envie après de communiquer. Si c'est pour raconter que t'as mangé, t'as baigné, t'as bronzé, ça intéresse personne. Deviens un peu le leader, deviens un peu celui qui montre le chemin, celui qui est le guide. Donne-toi la possibilité et ton voyage va te le permettre. Je suis désolé François, je t'avais prévenu, j'étais un petit peu long, mais... Dernière question, optimiste ou pessimiste? Ah, alors, naturellement optimiste. Naturellement optimiste. Je dirais pessimiste par rapport à l'espèce d'incompréhension qui se génère aujourd'hui par ces espèces de minorités agissantes qui croient détenir tout ou qui font semblant de ne pas savoir qu'il faut prendre compte un certain nombre de paramètres. Là, effectivement, c'est la seule raison pour laquelle je pourrais être pessimiste. Dire pendant combien de temps les gens ne vont pas prendre conscience et expliquer aux uns comme aux autres que c'est pas en s'opposant et en nous opposant les uns les autres, en nous donnant des leçons, qu'on va arriver à faire quelque chose. Sinon, naturellement optimiste. Moi, je crois personnellement, on a commencé à parler d'aviation, on a commencé à parler d'empreinte carbone. Moi, je suis persuadé que ça prendra le temps que ça prendra, mais il y aura un moment où on n'aura plus besoin des énergies fossiles pour pouvoir se déplacer, pour aller d'un endroit à l'autre. Et je pense qu'on trouvera d'autres moyens, effectivement, que les batteries, que toutes ces choses-là qui sont avec, je dirais, des impacts environnementaux parfois sous-estimés ou totalement on fait semblant de ne pas les voir, mais il y a des impacts environnementaux aujourd'hui qui sont extrêmement importants par rapport à tout ce qui est batterie, par rapport à tout ce qui est matériaux et recyclage des terres rares. Et je pense qu'on ne se pose pas forcément les bonnes questions. Donc plutôt que d'essayer de donner des leçons, encore une fois, parlons-nous, essayons de considérer que les choses progressent petit à petit,
Faisons chacun notre part. Moi, j'aime beaucoup ce que disait Pierre Rabhi, avec, tu sais, le côté colibri qui vient essayer d'éteindre avec les 3 mm3 d'eau qu'il arrive à en prendre dans sa bouche, mais voilà, ou dans son bec. Donnons-nous chacun la possibilité de montrer le chemin. Soyons chacun un exemple. Comportons-nous à l'étranger comme on voudrait que les étrangers se comportent en France. Comportons-nous à l'étranger comme nous voudrions que nous comportions en France. C'est pas parce que je suis à l'étranger que je peux jeter mon mégot, que je peux utiliser jeter mes poubelles sans faire attention. Non, je suis responsable en France, je suis responsable chez moi, je montre l'exemple quand je suis à l'étranger. C'est ça le tourisme responsable. C'est le côté positif, c'est le côté essayer de faire profiter au maximum. C'est le côté je suis conscient de chaque achat. Un Américain disait un jour, mon carnet de chèques, c'est un bulletin de vote. Quand j'achète quelque chose, je vote, je m'engage, j'apporte mon soutien. En fait, ça veut dire ça. Tu sais pertinemment quand tu achètes un truc qui a été fait made in China et quand il a été fait par un artisan local, tu sais pertinemment que ça n'a pas la même valeur. Si tu le sais pas, il faut reprendre des choses un petit peu au début, mais si tu le sais, il faut le savoir. Et ne pas faire aujourd'hui, c'est comme ne pas savoir. Ne pas savoir, c'est très grave. Mais faire, quand on sait, c'est génial. Mais ne pas faire quand on sait, c'est criminel. Et nous, ce qu'on veut, c'est donner à toutes les personnes qui savent, toutes les personnes qui comprennent, la possibilité de faire. On rend ce tourisme solidaire accessible à tous. C'est plus une question de moyens, c'est plus une question de temps, c'est une question simplement d'envie. Tu as envie, tu vas pouvoir. C'est tout. Super. Merci beaucoup, Michel, pour ce moment passé ensemble. Merci pour ta patience. Je sais pas comment tu fais pour supporter tout ce que j'arrive à te dire. Je sais surtout pas ce qui va en sortir. Mais voilà, je voulais montrer qu'il y avait cette espèce d'offre alternative, qu'on n'était pas obligé d'être sur des règles strictes. Et au contraire, ce qu'on voulait, c'était cette espèce d'accessibilité, cette prise de conscience qui soit partagée par un maximum de personnes. Alors rassure-toi, c'est pas douloureux d'écouter quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait. Bon. Hein? Donc, tant mieux. Voilà. Bon, on se dit à bientôt. On se dit à très bientôt, j'espère. Et comme j'ai cru comprendre, tu n'es pas tout à fait dans la région parisienne, mais si tu es un jour dans la région parisienne, tu es le bienvenu et on aura l'occasion de continuer à échanger avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Michel. Au revoir. Au revoir. Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.